Tu peux juste me refaire un petit test son, s'il te plaît? Le vin, c'est la terre. Le vin, c'est aussi le soleil. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, qu'est-ce qu'on cherche dans le vin, comment on le goûte? Il a du nez, hein. L'appellation Médoc. Wine Woman Show. Donc qu'est-ce que tu fais avec ce béret, Stéphane? C'est pour notre invité, Benjamin Andreu. C'est quoi le lien entre un viticulteur du Médoc avec 5 hectares d'AOC Médoc en bio et ton couvre-chef? C'est surtout un ancien joueur de l'UBB qui a fait partie de la première équipe de la fusion. Ok. UBB, allez, allez, allez. Allez, à Saint-Germain-d'Estèves. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast qui va me faire encore plus plaisir que d'habitude parce qu'on va parler rugby. J'ai l'immense honneur de venir à la rencontre de quelqu'un sans qui l'UBB n'existerait peut-être pas, et j'exagère à peine mon propos. C'est un ancien joueur qui a su garder l'esprit d'équipe pour sa reconversion professionnelle. J'ai nommé Benjamin Andreu. Bonjour Benjamin. Salut. Merci de nous accueillir à Saint-Germain-d'Estèves. Ouais, c'est un grand plaisir. Dans ta ferme. Oui. Je te propose de passer directement à la rubrique Born to be Wine. Allez, on y va. Benjamin, tu es un néo-viticulteur éleveur de base à l'Aise, ancien rugbyman professionnel. Est-ce que tu as fait ce choix parce que tu voulais garder une activité physique intense? Non, pas exactement. C'est plus par passion. Je voulais travailler dans un métier passion. Parce que j'avais fait une bonne partie de ma vie et qui me plaisait bien. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire le lien que tu peux faire entre ton ancien métier de joueur pro et cette activité de paysan? C'est vraiment le fait de travailler dans un secteur qui me passionne. Quand j'étais rugbyman professionnel, je me levais le matin pour aller faire du rugby. Bien sûr, c'est fantastique. Aujourd'hui, j'ai la même passion pour l'agriculture, l'élevage, la vitie, ça me plaît beaucoup. Donc je me lève vraiment pour... J'ai pas la sensation d'aller travailler, même si parfois c'est difficile. Donc les gens, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas dit vigneron, j'ai dit viticulteur. Et ça, c'est pas pour rien. C'est parce que tu as fait un choix qui est assez étonnant peut-être pour certains, mais qui ne l'est pas du tout pour moi. Tu es donc coopérateur, ouais. Tu ne fais pas ton propre vin. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce modèle et pourquoi tu as choisi ce modèle? Oui, je pense que c'était nécessaire de se faire aider par des professionnels parce que dans tous les cas, ici à la ferme, j'avais pas ni les moyens techniques ni les connaissances pour faire du vin de qualité. Ce qu'on a réussi à faire grâce à Unimédoc. Ok. Parce que si on rentre un peu dans le détail du fonctionnement, bon, toi tu as planté tes vignes oui. Donc en 2018. En 2018, j'ai planté 5 hectares de vignes. Okay. On est arrivé dans une propriété où il y avait 5 hectares vierges en AOC et on a planté ces 5 hectares en moitié merlot, moitié cabernet. Ok, déjà sur l'aspect vigne, est-ce que la coopérative te suit ou est-ce que vraiment tu... Oui, l'avantage de travailler avec une coopérative, c'est qu'en plus on a des techniciens au quotidien qui peuvent être en notre contact si on a des besoins. Et pour un néophyte comme moi, ça coulait de source. Et donc après, tu apportes tes raisins à la coopérative. Oui. Ça s'arrête là ou tu as un suivi quand même derrière Ouais, j'apporte ma vendange à la coopérative. On fait des dégustations de temps en temps avec les techniciens ou autres. Tu suis l'élevage. Ouais, au chai, on peut faire des dégustations et après ils sont quand même plus à même que moi à prendre les bonnes décisions et c'est pour ça que j'ai fait appel à eux aussi. Oui, bien sûr. Mais donc tu échanges quand même avec eux, bien sûr, ils voient comment tu es, c'est aussi sûr. Ta personnalité bien qui sûr. Se retrouve dans ce On a essayé de faire une bouteille qui ressemblait un petit peu au projet aussi. Ouais. Et donc premier millésime 2022. Oui. Sur la cuvée Fleur de Beau. Oui, premier millésime Fleur de Beau en 2022, sur une belle année, et on a réussi un produit sympa, tu verras. Et donc, pour bien comprendre, Château Fleur de Beau, c'est uniquement les raisins de Benjamin Andreu. Oui, exactement. Et vinifié à part à la coopérative. Oui, pour le millésime 2022, on était en conversion bio, et là, on est converti, ça y est, totalement. Ok. Et l'étiquette, t'as eu un rôle dans le choix, dans le nom de la cuvée, tout ça? On a travaillé avec Martin de la cave de la Copé pour élaborer l'étiquette. On a fait venir un dessinateur, on y a réfléchi, on s'est fait aider. Martin qui travaille en marketing, c'est responsable marketing. Et donc le nom de la cuvée, je crois que c'est vraiment toi qui l'as choisi. Hein. Oui. On a fait des propositions et celle-ci nous plaisait bien. Beau, c'était par rapport au secteur. On habite à Boyer-en-Trans, c'est un petit peu dur à prononcer, donc on a fait une sorte de réduction. C'est le lieu-dit en fait. Oui, le lieu-dit, c'est Boyer-en-Trans. Okay. Et c'est une propriété qui, avant le phylloxéra, avait de la vigne aussi. D'accord. Donc ça date. Après, c'est devenu une laiterie.
Et puis nous, on a remis un petit peu de vigne et de l'élevage. Et les fleurs, c'est pour le côté féminin. Chez moi, je suis entouré de filles, ma femme, de 2 filles. Voilà. Donc, c'est un bel hommage, ok. Pourquoi tu as choisi particulièrement Unimédoc ? Il y a plusieurs caves coopératives dans le Médoc. Qu'est-ce qui t'a amené vers... Déjà, sans faire offense à personne, déjà c'était dans mon secteur, à moi, géographique. C'est une cave c'est assez conséquent, elle fait du bon travail, j'avais dégusté pas mal, j'avais rencontré déjà Unimédoc quand je jouais à Bègle, quand j'avais 20 ans, j'avais déjà fait ma première dégustation à Unimédoc, on avait fait un entraînement délocalisé avec le CABBG à l'époque. J'avais visité la cave, l'embouteillage, tout. Donc je pense qu'il y avait un petit quelque chose. Ouais, en effet, ouais. Ok. Oui, alors Unimédoc, donc ça s'appelle comme c'est l'union de plusieurs caves coopératives. C'est l'union de plusieurs caves coopératives, ouais. Qui se rassemblent pour avoir plus de moyens, plus de force. Pour avoir un plus bel outil certainement et faire un meilleur travail, quoi. Et avoir le côté diviser un petit peu le coût des investissements matériels par un plus grand nombre. Ok. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la cave coopérative, elle appartient à ses coopérateurs. Totalement, ouais. Nous, une cave coopérative, c'est un outil qu'on achète à plusieurs, quoi. En gros, et grâce à ça, on travaille mieux, quoi. Et toi-même, tu es administrateur au sein de cette coopérative, parce qu'il faut forcément des gens qui s'impliquent pour donner la direction et pour avancer. Oui. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup côtoyé de caves coopératives, que ce soit à Fitou, que ce soit ici dans le Médoc, et j'ai trouvé assez injuste, des fois, la coopération à mauvaise presse, notamment auprès des prescripteurs. C'est quoi ta vision là-dessus ? Pourquoi tu penses que... Moi j'ai une vision là-dessus parce que moi-même, avant d'être dans le milieu, si j'ai rentré dans un rayon vin quelque part, par exemple, j'allais choisir un petit château ou un château d'un petit viticulteur du coin, tu vois, pour le soutenir ou autre. Et aussi en me disant qu'il y avait un gage de qualité parce que c'est lui qui faisait son vin tout seul, etc. Aujourd'hui, j'ai bien compris que c'est bien plus compliqué que ça de faire du vin. Il faut vraiment des connaissances, des gens compétents, du matériel et moi tout seul chez moi, jamais j'aurais pu faire la cuvée qu'on a réalisée en 2022 par exemple. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait là, c'est aussi parce que j'ai livré un raisin de qualité, mais il y a des professionnels derrière avec du savoir-faire. Et alors, donc il y a ton modèle, il y a plusieurs comme ça coopérateurs qui sont vinifiés à part. C'est souvent quand on retrouve Château d'ailleurs que c'est un indice pour dire c'est un seul viticulteur derrière. Mais il y a aussi d'autres modèles avec des marques qui l'autre avantage aussi que j'y vois moi, c'est que il y a une multitude de terroirs au sein de la coopérative puisqu'il y a beaucoup de coopérateurs et ça permet justement de faire des assemblages un peu poussés et de chercher des profils en fonction des terroirs qu'on veut sous la forme de marques du coup qui rassemblent pour le coup là plusieurs coopérateurs. C'est vraiment, il y a plusieurs niveaux de modèles au sein de la coopérative. Oui, avec une surface exploitée qui peut aller de 800 à 1000 hectares, on a la possibilité de faire des assemblages vraiment différents qui peuvent satisfaire tout un tas de clients différents, que ça parte de la grande surface aux particuliers ou aux cavistes, quoi. Pour le coup, donc c'est une vraie force. Je pense. On n'a pas un chai particulier, qui peut avoir plusieurs terroirs, mais pas cette multitude-là. Pas autant, il ne peut pas avoir autant de... Au niveau du choix du Médoc, tu disais que tu étais venu, même quand tu étais à 20 ans, visiter une Médoc. Est-ce que c'est le seul choix qui t'a orienté vers le Médoc Non, moi je suis allé dans le Médoc pour rejoindre des copains, faire 2 saisons de rugby. Et ça m'a permis justement de m'implanter, de rencontrer des gens super et d'être accueilli plus tard. Sans le savoir, j'ai été accueilli aussi en tant qu'agriculteur par des gens que j'avais déjà côtoyés, qui m'ont vraiment aidé à m'installer, qui m'ont aidé physiquement, moralement. Il y a des familles médocaines comme la famille Salette, mes voisins, des choses comme ça qui m'ont hébergé pendant mes travaux. J'ai eu un accueil des Médocains super. Le Médocain est accueillant. Eh bien, malgré certaines... des fois, ils ont pas toujours bonne presse à Bordeaux ou quoi, ça peut arriver d'entendre des choses. Moi, j'ai été vraiment très très bien accueilli. Ok. Tu me disais que... faut pas leur expliquer la vie, mais... Non, il faut rentrer... Voilà, peut-être que j'ai aussi... Il faut pas arriver dans le Médoc et leur expliquer comment on fait du raisin. Sinon, bien sûr, tu vas te retrouver tout seul rapidement à travailler ta vie. Ouais. Donc,
la coopérative Ginny Médoc a mis en place quelque chose que je trouve pertinent. Donc, elle ouvre un magasin de vente 7 jours sur 7 grâce à l'implication de ses viticulteurs. Si tu peux nous en parler un petit peu. Oui, c'est un super... Bon, déjà, on a un emplacement qui est sur la route un petit peu du retour de plage, ces choses-là. Donc, on a un magasin qui peut attirer du monde de par son emplacement. Et l'idée, c'était je pense que l'idée, parce que ça a été fait bien avant que j'arrive, l'idée, c'était de le garder ouvert 7 jours sur 7. C'est très difficile avec des salariés déjà d'ouvrir 7 jours sur 7. Donc, on a fait un complément. En plus des salariés, il y a des viticulteurs qui viennent, comme tu l'as dit, tenir le magasin, accueillir des clients, faire des visites et des dégustations. Et d'une, ça permet d'avoir cette ouverture sur ces 7 jours, mais c'est surtout que les clients, ils aiment bien aussi de temps en temps tomber sur un viticulteur. C'est génial pour eux, de quelqu'un qui peut leur parler de son travail du quotidien, parce que les gens qui boivent du vin, ils aiment bien aussi comprendre l'histoire de certaines bouteilles, ou ça leur plaît aussi, quoi. Donc c'est important. Ouais. Et puis parler du Médoc aussi, quoi. Et parler du Médoc, quoi. Bien sûr. Et en plus de ça, vous avez fait des choses en grand. Donc il y a un show, son et lumière dans le plus grand chai de barrique du Médoc, si je dis pas de bêtises. Mais je veux pas dire de bêtises non plus. C'est un très grand chai, je pense. Ouais. Il est vraiment chouette. Il y a un son et lumière qui est de qualité. Les clients, quand tu leur fais voir ce show-là, ça les accroche un peu, quoi. Ils voient qu'on est des gens, c'est sérieux, quoi. Ouais. Donc les gens, quand vous revenez de la plage, arrêtez-vous à Gaillan, il y a un grand parking en plus, c'est pas un problème pour se garer. Et acheter du vin. Ouais, acheter du vin, tout à fait. Très bien. Bon, écoute Benjamin, on va pouvoir passer à la rubrique de Tessa, enquête de potin. Fais attention à toi, elle sait plein de choses. Hey, psst. Oh la balance. Chut. Bon Benjamin, il paraît qu'un personnage de télé te ressemble énormément. Avec sa hache, ses chemises rayées et ses expéditions en pleine nature, dis-moi, qu'est-ce que ça fait d'avoir inspiré Charles Ingalls ? Oh punaise. Alors tu vois, je sais pas. Tu me prends de court. J'ai déjà entendu quand même, mais cette bêtise-là. Ah ouais, tu l'as déjà entendu. Quand j'ai les cheveux plus longs. Ouais. Et ça t'as eu les cheveux aussi longs que lui ? Non, pas aussi longs, mais... Et le chapeau alors peut-être. Quand tu pars dans les prés peut-être, ouais. Tu mets le même chapeau ? Il va falloir que Lucie nous fasse des bonnes tartes aux pommes par contre. Deuxième petite question, alors là ça va être un peu plus long, on va discuter vraiment. J'ai découvert que t'étais un petit peu du genre obstiné, peut-être un peu beaucoup des fois, et que face à un refus assez catégorique, t'avais quand même décidé bien à l'avance que cet endroit ce serait ta maison, et que t'avais même dessiné des petits plans et tout pour aider ta femme et tes filles à se projeter. Est-ce que tu peux m'en parler ? Ouais, je vois que t'as des sources. Ah oui, pareil. Ouais. On en a pas parlé tous les deux de ça pourtant. Ah bon ? Non, ouais, je peux t'en parler effectivement. J'ai commencé ma quête en 2009 et je l'ai conclue en 2017, donc effectivement ah c'est oui, long. Ça fait un petit moment. Ouais, c'est long. Et j'ai eu pas mal de refus, ça a été compliqué, ouais. Et je me suis accroché. J'y ai cru fort. Ouais. T'as manifesté et t'avais décidé que ce serait et pour j'ai toi. bien fait, tu vois. Bah oui, au final. Ça te correspond bien. Et du coup, au niveau des plans, t'es un peu du genre architecte d'intérieur D'intérieur, non. Intérieur, j'ai ce qu'il faut, mais je suis équipé. Mais pour l'extérieur, ouais, j'avais vu. Et puis j'avais quand même bien imaginé. On s'en rapproche de ce que j'avais imaginé un jour sur la plage avec sur le sable. On n'est pas loin. T'as des bonnes sources, ouais. Et bah, du coup, pour aller un petit peu plus loin, justement. Quelques années plus tard, t'as enfin reçu un appel des proprios de l'endroit où nous sommes aujourd'hui, qui t'ont dit, bon bah écoutez, on est prêt à vous le vendre, mais il y a des gens qui occupent actuellement les lieux, et t'es allé à leur rencontre, et il paraît que c'était une rencontre assez originale. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Ouais, je peux. Tu me surprends. Ouais, effectivement, après avoir m'être bien battu, la maison les propriétaires étaient d'accord pour vendre, mais la maison était occupée. Mais des gens très gentils au final, hein, mais ça a été assez raide quand même. Il a fallu leur demander de quitter les lieux et je me suis bien accroché aussi. Ouais, je te rentrerai pas dans les détails, mais ça s'est bien terminé. Ça s'est terminé que j'ai tracté le dernier camion qui était dans la cour pour l'amener un peu plus loin. Ouais. Oui, il paraît que du coup t'étais venu avec un tracteur même pour les aider au final. Ben ouais, c'était pour m'aider à moi surtout, ouais, en toute franchise, mais ouais, je les ai aidés à partir. Ouais, ok. Bon, et pour finir, il paraît que t'étais pas le dernier à jouer avec la boîte à gifles pendant ta carrière, à tel point que tes copains rugbyman, ils ont tendance à t'appeler la gâchette parce que tu dégaines assez vite et tu t'échappes pas. Alors... ouais, mais finalement, t'as passé une belle semaine, toi. Hein ? C'était pour t'embêter un petit peu. Ouais, c'est vrai que j'ai eu parfois la main leste, ouais. Mais bon,
c'est comme ça. Oui, ça fait partie du D'habitude, sport. le 9, il déclenche les bagarres, mais après, il s'en va. Toi, Non, tu restes, en j'étais fait. j'étais un peu plus obstiné, comme tu l'as dit, ouais. Ok. Bon, bah merci d'avoir répondu à mes petites questions et on se retrouve plus tard. Très bien, merci, c'était ça. Alors, t'avais le numéro de qui, toi, de Lucie? Ah oui, en partant, t'avais demandé le numéro de ma femme. Et toi, t'as raconté ça, toi? Non, mais tu... On va attaquer la rubrique en vrac. Alors, tu vas voir, c'est des questions qui se suivent, mais qui n'ont aucun lien entre elles. Dites-lui que j'ai plus de genoux. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas le rapport. Et Benjamin, je vois que t'as sorti la veste. C'est vrai qu'on a un petit vent médocain là, bien sympathique. Là, il Donc- fait froid. Ouais, il fait froid, mais c'est normal, c'est la saison. Ouais. On va d'abord parler UBB. rugby UBB. Bon, t'es né à Agen. Tu commences à percer à Valence d'Agen. C'est là que le CABBG, donc Bègle, te recrute, te repère. Ouais, un junior, ouais. Et derrière, donc, tu fais quelques apparitions en top 16. Je fais quelques saisons en top 16 et ensuite je pars en amateur au Stade Bordelais. Voilà. Et alors, pourquoi cette décision du coup? Ouais, j'étais un petit professionnel. Parmi les professionnels, j'étais parmi les plus petits. Ça marchait, j'étais souvent remplaçant. Je vais au Stade Bordelais en me disant que je vais jouer beaucoup plus. C'est un niveau amateur. Je vais travailler à côté et puis faire ma vie, quoi, classique, quoi, tu vois. Et donc tu prends un boulot à côté. Ouais, je prends un boulot alimentaire. On joue au rugby au meilleur niveau amateur, juste en dessous des pros. Ça se passe bien. On fait 2 saisons et patatrac, on monte en Pro D2, quoi. Ouais, Donc là, c'est joli patatrac, ça, ouais. donc là, il faut recommencer à s'entraîner en journée parfois, s'organiser. Donc on garde un peu de la pluriactivité en Pro D2 à ce moment-là, parce que c'était quand même un club encore, un tout petit club de Pro D2, mais on a des bons résultats. On fait deux belles saisons en Pro D2. Ouais. Et alors, parce que c'est un peu les frères ennemis, là, c'est UBG, ça ouais, moi j'ai joué dans les 2 clubs, j'ai passé 5 ans dans un, 4 ans dans l'autre. Tu te fais chambrer un peu Non, c'est assez cool parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui passent de l'un à l'autre. Entre joueurs, il n'y a pas une grosse... Parce qu'en fait, ils se rencontrent jamais. C'est des clubs, ces années-là, ils se rencontrent pas. Donc il n'y a pas de réelle animosité, tu vois. Les dirigeants, ils se sont croisés, donc je suppose qu'ils ne s'aimaient pas au départ, quoi, tu vois. Et donc, t'es capitaine du Stade Bordelais, vous faites 2 belles saisons en Pro D2, et c'est là que l'opportunité de la fusion arrive et que ça commence à discuter. Donc, toi, t'es capitaine, t'as joué dans les 2 clubs, j'imagine que bon, t'as dû voir ça de l'intérieur comme il faut, quoi. Ouais, moi et mes copains, on s'inquiète au départ de qu'est-ce qui va devenir des hommes quand il y a 2 clubs surtout qui se croisent. Il y a 30 bonhommes d'un côté, 30 bonhommes de l'autre, il y a de la casse, tu vois. Ouais. Donc humainement, c'est pas simple. Ça nous inquiète, nous. En tant que joueur, en tant que mec de entre 25 et 30 ans, on se pose ce genre de questions. On ne se pose pas trop la question de l'avenir du rugby girondin. Nous, à ce moment-là, on n'est pas, tu sais, on n'y pense pas vraiment. On ne sait pas ce qui peut se passer, ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Tu vois. Ouais, t'es plus sur le quotidien que te projeter sur ce que ça peut donner, quoi. Bon, n'empêche que la projection, on la voit à ce jour. C'est super. L'opération, elle était plus ou moins critiquée, mais aujourd'hui, force est de constater que c'est une réussite fantastique. La ville, la région est derrière l'UBB. Laurent Marty a fait un super travail, je suppose, depuis de nombreuses années, parce que ça date tout ça quand même. Ouais. Maintenant, on parle de quelque chose qui... Ils t'ont rendu hommage il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ouais, on nous a rendu hommage sur notre montée. On fêtait les 20 ans de la montée de Fédéral 1 à Pro D2. Est-ce que tu peux me donner ton plus beau souvenir de rugby? Et je pense que c'est mon plus beau souvenir le rugby. C'est certainement l'accession en Pro D2 avec le Stade Bordelais. Bon, maintenant que tu as ça en tête, est-ce que si tu compares ça à la récompense que tu as eue avec Ursule, qu'est-ce qui te rend le plus fier? La montée en Pro D2 avec un groupe d'amis, ça n'a rien à voir. Là, puisque tu fais le lien, tu me surprends un peu, mais tu fais le lien avec l'élevage. Effectivement, d'avoir une distinction dans l'élevage rapidement... c'est beaucoup de chance et c'est très agréable. Tu peux nous dire un peu ce que tu as eu en fait, j'ai réussi à avoir un veau particulièrement beau qui a été sélectionné
à la station raciale, dans une série de 7, et chaque année ils en sélectionnent 14 en base AD, et il était dans les 14. Dans les 14, il est sorti sûrement un des plus beaux, voire le plus beau, puisqu'il a été après acheté directement par le catalogue d'insémination. D'accord. Donc c'est toujours très très agréable et valorisant de sortir un animal comme ça qui part pour être un reproducteur. C'est cool. Ouais, c'est clair. C'est toujours mieux que de l'amener à l'abattoir. Hein. C'est bien plus agréable pour l'éleveur. J'imagine. Du coup, t'as choisi les bases ADS pourquoi? Parce que souvent c'est les blondes d'Aquitaine ici. Bon, déjà, moi j'avais pas mal d'attaches dans le sud Gironde. Hein. J'ai des amis là-bas, famille Torregaray, Baluto et autres. Et il s'avère que c'est le berceau de la race là-bas. Donc je faisais souvent les beugras. Je voyais cette race-là qui était une belle race. Moi, je suis originaire d'un secteur où il y avait plutôt des blondes d'Aquitaine. J'ai voulu travailler avec cette race locale, tu vois, je me suis dit que c'était plutôt bien de développer ça en Gironde. Et au niveau viande, là, comment tu commercialises ça comment? Alors moi, essentiellement, les veaux sont commercialisés en vente directe, en caissette, un peu de vaches grasses aussi, et une partie de mes vaches grasses aussi vont chez un boucher au Barp, un gars avec qui je travaille, Xavier Bonillot. Comme de nombreux vignerons, tu as redonné vie au patrimoine médocain. Tu me parlais, c'était une laiterie ici. Et tu es en train de la refaire vivre en faisant ta ferme. Ouais. Donc, je sais que c'est un travail du quotidien et que tout n'est pas terminé. Mais tu peux nous parler un peu, est-ce que tu t'es fait aider pour ça? Oui, alors bon, déjà la ferme en elle-même, elle a eu, j'imagine, plusieurs histoires, puisqu'elle est au moins bicentenaire. Hein. C'est un très bel endroit. Je pense qu'avant, c'est sûr, on a vu quelques photos avant le phylloxéra, il y avait de la vigne. Ensuite, la vigne a disparu. Il y a eu une laiterie jusqu'aux années 80 environ. Et puis tout a été arrêté dans ces années-là. Et puis le site a été abandonné. Moi, je l'ai récupéré en ruine. C'était une ruine totale. On était juste avant la phase où les murs allaient s'écrouler, quoi. Il restait que les murs là quand moi je suis arrivé. C'est fou que tu sois arrivé à te projeter comme ça. Alors, après, l'endroit est vraiment beau. L'endroit est vraiment beau. Je savais qu'on y ferait quelque chose de chouette. Mais c'était titanesque. J'ai eu beaucoup de courage, c'est sûr. Ma femme aussi, de me suivre dans cette folie. Mes enfants ont adoré ça, je pense. Ça n'a pas été compliqué de se faire venir 3 urbaines comme ça? Non, ça n'a pas été. Si, peut-être pour Lucie, pour mon épouse, ça a été plus compliqué. Les enfants, ils sont petits, ils s'adaptent vite et c'était très rigolo, hein, pour eux. Mais bon, après, pour revenir au projet, on a pu le réaliser aussi grâce à l'aide des gens autour de nous, de nos amis, comme je te disais tout à l'heure, Daniel et Doris, mes voisins, qui ont été fantastiques. Leurs amis à eux qui sont devenus les miens aussi, qui m'ont aidé. Voilà, on a fait de belles fêtes, on a fait beaucoup de travaux et aujourd'hui le résultat c'est loin d'être terminé, mais on a fait un super travail. En 7 ans, on a fait un pas de géant, quoi. Ouais. Et c'est pas terminé, donc tu as notamment un gros projet là Non, c'est pas terminé, tu vois bien, il y a la cour à mettre à assainir, à faire des choses bien plus propres. Je veux faire un endroit où on peut faire un petit peu de réceptif. Pour l'instant, on n'en est pas capable, ça va pas tarder. Je pense que là, dans l'année ou dans les 1 an et demi, on va encore faire un bond en avant et ça va nous permettre aussi de mieux valoriser nos produits, de rencontrer du monde. Là, tu as 2 produits qui matchent hyper bien ensemble. Puis au niveau convivialité, je comprends que j'imagine que le lieu cool, il peut être incroyable. Ça va être bien, ça va être vraiment bien. Donc pour t'aider là, pour remonter la ferme et pour les projets à venir, je crois que tu fais appel à des amis du rugby. En fait, je fais pas appel. J'ai des copains qui ont monté une asso qui aide les agriculteurs sur des moments où ils sont en difficulté, tu vois. Et ça s'appelle la Bio Céleste. Il s'avère que c'est aussi des amis à moi, donc c'est clairement on a fait une première opération ensemble. Ils sont venus m'aider sur le palissage de la vigne. On avait quand même 4000 piquets à planter et 25 km de fil à
à dérouler. 25 km. Oui, 25 km et ils sont arrivés à 7 ou 8. On a passé un moment fantastique déjà, parce que c'est mes amis et que c'est des gens bien. Et on a beaucoup travaillé et on a eu l'impression on n'a pas eu l'impression de bosser. Enfin, moi, j'avais pas eu l'impression de bosser. Et quand ils sont partis de là, ils m'ont reboosté. J'avais beaucoup de morale. Et sur un projet comme ça, t'en as besoin parce qu'il y a des moments où t'as des grosses baisses de morale. Hein, quand tu te mets au milieu de la cour et que tu sais pas par quoi tu vas commencer. Ouais, je comprends. Bon, après, tu regardes le paysage et tu te dis bon. Ouais, voilà, c'est ce que je fais des fois quand je débauche. Je suis un peu. De temps en temps, je me dis ouais, ça vaut le coup. Okay. Ouais, quand t'as des amis comme ça qui viennent, qu'est-ce que tu leur montres du Médoc? Bon, déjà, on essaye de bien manger. Je leur fais déguster quelques bons flacons. Ça, c'est la base un peu ici quand même. Hein. Et puis après, si on va se promener, on peut aller à la rivière. Moi, j'aime bien la rivière. Ce qu'on appelle, les Médocains appellent la rivière. Hein. C'est l'estuaire. Hein. Tu appelles déjà ça la rivière, tu sais, ça a été. C'est un vrai Médocain, c'est beau. Sinon, je vais passer pour un idiot. Donc, j'aime bien les amener à la rivière. Ordonnac, sur la butte à Ordonnac, j'aime bien l'abbaye d'Ordonnac, c'est très beau, un bel endroit. Après, on peut aller à Soulac, c'est cool. Monta, Verdon, on aime bien. L'océan, au final, fantastique. T'as plein de choses à... le Médoc, c'est quand même... C'est proche, ouais. C'est quand même pas mal. Hein. Faut faire l'effort d'y venir, mais une fois que t'as quand même accès à plein de choses. Franchement, c'est un bel endroit. Hein. Bon, pour terminer, est-ce que tu aurais un mot médocain, justement, à nous apprendre? Je sais pas si je vais vous l'apprendre, mais moi j'ai appris quelques mots médocains. Il y en a un qui est pas mal, c'est Mour. Je sais pas si tu connais. Non, si un jour quelqu'un dans le Médoc tu passes et il te traite de Mour, il faut pas que tu le prennes bien. Okay. En fait. Donc Mour, c'est l'idiot, le bête, con, ce que tu veux. D'accord. Ouais, le Mour. Quoi. Très bien, super. Bon, parfait. On va passer à la dernière rubrique qui est importante puisqu'on va déguster ton vin grâce à Tessa. Teste ton wine. Stop goût en place, je suis prête à en découdre. Je suis de retour, et pas pour vous jouer de mauvais tours comme la Team Rocket, mais plutôt pour me lancer dans un nouveau match. Est-ce que pour cette nouvelle dégustation, je vais enfin réussir à mener au score en vous livrant une performance digne d'un athlète professionnel? C'est pas sûr, mais je vais faire de mon mieux. Je me lance donc comme un terrain conquis dans cette chronique. Je déguste aujourd'hui un verre de Château Fleur de Beau millésime 2022. Bon déjà, arrêtons-nous rapidement sur l'étiquette. Une magnifique illustration dans les tons ocre qui représente cette bâtisse où ta nouvelle histoire a commencé, Benjamin. D'ailleurs, sur cette bouteille, on peut lire que fleur au pluriel fait référence à ta femme et tes filles, un bel hommage pour cette équipe qui t'a accompagné de l'univers de l'Ovalie à celui de Dionysos. Je vais me laisser tenter pour découvrir cet univers. C'est l'heure de la première mi-temps, le visuel. Avec sa belle couleur rubis et ses reflets pourpres qui viennent ajouter un peu d'intensité, je trouve que sa couleur elle est très belle et elle donne envie de passer à l'étape suivante. Deuxième mi-temps, le nez. Je peux sentir des parfums de fruits rouges bien mûrs avec, je trouve, une forte dominance de cerise. Ces effluves, elles se mélangent pour moi à des notes de fruits des bois, une odeur légèrement sucrée et un petit peu d'alcool. Maintenant c'est sûr, je suis prête pour passer à la suite. La mi-temps la plus célèbre du rugby, la troisième. Et pas des moindres, la bouche évidemment. J'ai d'abord ressenti une attaque avec un peu de vigueur dans laquelle l'acidité s'exprime en harmonie selon moi avec l'alcool, puis on ressent légèrement les tanins en fond de bouche. Le devant de la langue, il est vraiment tapissé par le côté fruité du vin. Je trouve qu'il est assez frais et équilibré. À défaut d'être ovale, je découvre un vin avec une belle rondeur, qui n'est absolument pas lourd pour le palais. On peut dire que sur le plaquage de la reconversion, t'as su passer les bras avec brio. Avec la cave coopérative, vous avez fait ressortir le meilleur du travail en équipe, tel un pack conquérant qui avance jusque sous les poteaux. Wow. Bon alors Benjamin, est-ce qu'avec cette dégustation j'ai transformé l'essai ou est-ce que j'ai plutôt fait un en avant dans l'en-but? Magnifique. Dans les deux cas, je te remercie pour ce très bon moment que j'ai passé. Magnifique. Merci beaucoup. On n'aurait pas fait mieux. Hein. Bon du coup, est-ce que pour toi j'ai tapé à côté ou c'est un peu comme ça que c'est entre les perches. Parce que je t'avouerai que comme c'est la première bouteille, on est toujours très inquiet. Okay. Parce que je me vois mal aller parler de tout ça, aller proposer ça à mes amis, aller en parler et essayer de le vendre même, quelque chose qui serait vraiment pas réussi. Oui. Et là, j'ai du mal moi à rentrer dans autant de détails que les tiens, mais je suis satisfait du résultat, vraiment. Oui. Ouais. Moi j'ai fait de mon mieux pour le décrire comme je le sentais. Toi tu as amené de jolis détails, mais le vin est bien quoi. Oui. Il est chouette. Bravo. Eh ben, on est content. Parce qu'il faut des bons raisins pour arriver à faire un bon vin. Ouais, on a livré des bons raisins. C'était une belle année et le travail qui a été réalisé au chai est bien, est chouette. Ouais.
Bon, on arrive à la fin de ce Merci, podcast, c'est ça. Benjamin. On va dire quand même aux gens où ils peuvent trouver ton vin. Donc je pense sur le site de la coopérative. Ouais, sur le site de la coopérative, en vente en ligne ou au magasin directement, bien Ou sûr. au magasin s'ils ont l'occasion de venir. Et dans certains restaurants, maintenant, ça commence un petit peu, on commence à en voir arriver. Très bien. Si les gens veulent suivre ton activité, donc notamment sur Instagram, c'est fleur au pluriel, _2_beau. Ils peuvent t'envoyer des petits messages si jamais ils veulent pouvoir trouver ta viande. Je suis pas encore un grand communicant là-dessus, mais on va essayer de s'y mettre. Très bien. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous suivre donc sur Médoc_au_Médoc, que le podcast est diffusé sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner pour ne rien perdre de nos futurs épisodes. Encore merci Benjamin pour ton accueil. Avec plaisir. Et je te dis à bientôt dans le Médoc. Vive le Médoc et vive le rugby. Allez, super. À la vôtre. Waouh, c'est peu les roues flaquettes. Des trésors uniques au monde, un art de vivre à la française. On est tous d'accord pour dire qu'il faut boire avec modération. La culture et l'histoire, elles, vous pouvez vous en régaler tant que vous voulez. Un grand moment de partage. Parler des choses qu'on vit et des verres qu'on vit. Parler du vent qu'on brasse et des vins qu'on boit. Coucou. Ah oui, non, t'en as une qui chie. Quelle a été ça? Je veux pas lui faire l'embêter. Fais un bisou à Tessa. Elle est en confiance, hein? Ah, mais quel mignon, ça.